donc Christian Liès, je suis le directeur de l'ARACT Île-de-France et le délégué régional donc, de l'ANACT pour l'Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui donc sur la réalisation du troisième webinaire qui est donc dédié, réservé, en tout cas dédié, ça c'est sûr, aux partenaires sociaux. On en a eu un avec les, je dirais, les conseillers des OPCO, un deuxième pour les entreprises, et là plutôt alors c'est le point d'orgue puisque la conclusion, je dirais, de l'ANI va certainement favoriser la relecture, je dirais, de ce webinaire. Donc l'objectif pour nous, et c'est un petit peu, je dirais, la possibilité pour ceux qui vont le relire de se retremper, en tout cas, dans les négociations qu'il y a pu y avoir sur l'activité partielle ces derniers mois. En tout cas, merci aux personnes qui sont présentes et aux intervenants. Alors, je vais les citer. Donc, Madame Roger, donc Isabelle, qui est chargée de mission donc à la RACT Île-de-France, Jean-François Foucard, qui est donc le secrétaire national emploi formation à la CFE-CGC, Albéric Deplanque, qui est donc négociateur et je dirais à Force ouvrière, construction et dans le secteur papier-carton. Il y avait plusieurs questions qu'on aurait pu poser. On a essayé je dirais, de les centrer sur trois objets ou trois questionnements. D'une part, qu'est-ce qui a guidé finalement à l'élaboration de cet accord? Dans un deuxième temps, quid, j'allais dire, des relations qu'on peut avoir avec tout ce qui a trait à la formation. Et dans un troisième temps, où tout ça sera entrelacé lors des questionnements que l'on aura avec nos intervenants, des questions qui sont relatives à un objet de travail qu'on connaît bien dans le réseau ANACT-ARACT, qui est celui de l'organisation du travail en particulier. Donc, je cède tout de suite pour ne pas perdre de temps. J'annoncerai à la fin de cette table ronde quelques événements qui pourront ponctuer la rentrée dès janvier 2021, après des vacances bien méritées. Donc, la parole à Isabelle Roger, chargée de mission, qui va vous présenter dans un premier temps le cadre général de la négociation. Bonjour à tous. Ce webinaire est plutôt destiné aux acteurs de la négociation. Donc, on mettra peut-être plus dans celui-ci l'accent sur ce sujet-là. Néanmoins, dans un premier temps, je vous présenterai rapidement le dispositif pour que tout le monde soit au fait, si ce n'est pas déjà le cas. Je vous présenterai ensuite les conditions générales de la négociation, en particulier suite aux lois dites travail qui permettent aujourd'hui de négocier dans les entreprises qui sont dépourvues de délégués syndicaux. Et je ferai un focus particulier sur la présentation de la négociation pour l'élaboration d'un accord APLD, sachant que la négociation est la voie d'accès à ce dispositif et qu'elle est soumise à un certain nombre d'exigences de la part de l'État et en particulier du point de vue des contreparties en termes d'emploi et de formation. Je ferai plutôt le focus sur la négociation d'entreprise, sachant que le dispositif est aussi accessible par la voie de la négociation de branche. Mais les représentants syndicaux qui ont bien voulu témoigner dans ce webinaire nous apporteront plutôt leur retour d'expérience en la matière, sachant que M. Desplanques est signataire déjà d'un accord de branche et un autre était, à l'époque où on a préparé ce webinaire, en cours de négociation. Alors, premier point, l'APLD, c'est quoi? Donc, un dispositif de soutien aux entreprises dans cette période de crise, qui est destiné à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité, sous réserve qu'elles considèrent que leur pérennité n'est pas compromise. Je reviendrai là-dessus. C'est un dispositif qui permet, comme l'activité partielle qui avait été revue dans le cadre de la crise, une prise en charge par l'État
d'une réduction du temps de travail, alors dans une limite, et ça c'est une nouveauté, de 40%, exceptionnellement de 50% sous réserve d'un accord de l'État, et prise en charge qui est soumise à une contrepartie, comme je disais, en termes d'emploi et de formation. On reviendra plus précisément sur l'ensemble de ces points. Quelle prise en charge? Alors comme pour le chômage partiel classique, 60, enfin, précédemment, une allocation de 60% du salaire brut est versée à l'employeur, et le salarié lui percevra 70%. Et il est à noter, hein, c'est important, que le chômage partiel classique, hein, l'activité partielle classique sera réduite de façon substantielle à compter normalement du 1er janvier 2021, puisqu'elle passera à 36% du salaire brut. Un point à noter également, les dispositifs ne se cumulent pas sur le même objet. L'activité partielle classique retrouvera son objet initial, hein, couvrir les baisses brutales d'activité de type force majeure. Concernant la durée de ce dispositif, donc c'est un dispositif qui sera utilisé potentiellement sur un moyen terme, renouvelable par période de 6 mois, dans une limite de 24 mois d'utilisation qui ne seront pas forcément consécutives, puisque ça pourra être sur une périodicité de 36 mois. Le point évidemment extrêmement important dans ce dispositif, c'est qu'il est accessible par voie de négociation, donc deux recours, deux possibilités. L'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe, ou l'accord de branche, sachant que lorsque l'entreprise sera dans un secteur qui a signé un accord de branche, il n'y aura pas d'obligation de négocier, néanmoins d'adapter, puisque l'accord de branche ne donne qu'un cadre, néanmoins d'adapter l'accord à l'entreprise en respectant évidemment les termes de l'accord. Alors, il est important de dire que même si il n'y a pas d'obligation de négocier, il n'y a évidemment pas d'interdiction de négocier, bien au contraire. On nous a demandé dans les précédents webinaires où on en était des accords de branche. Alors, sous réserve, hein, donc on en avait trouvé un certain nombre, donc je vais les citer peut-être dans ce webinaire, puisque on avait trouvé des accords du côté de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, distributeur de boissons, bureau d'études, hein, il y a la convention Syntec, hein, la branche Syntec a signé un accord, cinéma, métallurgie, qui est le premier accord d'ailleurs, et Monsieur Deplanque nous en parlera peut-être, hein, cartonnage, articles de papeterie, et un certain nombre sont dans les tuyaux. Alors on a trouvé ameublement, cafétéria, restauration, commerce de détail non alimentaire, commerce de gros, sport, esthétique, hôtellerie de plein air, huissier de justice, plasturgie, radiodiffusion, transport aérien, routier de voyageurs. Alors, toutes ces informations sont sous réserve, et normalement, les accords sont publiés sur le site de Légifrance. Dans le cas où un accord de branche étendu existe, hein, l'entreprise pourra s'y référer, et l'employeur pourra élaborer un document unilatéral qu'il aura néanmoins à présenter au CSE lorsqu'il existe. Le contenu de l'accord, je vais passer assez rapidement parce que je vais revenir dessus. L'aide de l'État attribuée en contrepartie d'engagement en matière de maintien d'emploi et de formation. Ces contreparties devront évidemment être indiquées dans l'accord, et je pense que Monsieur Foucard pourra nous parler en particulier de la dimension formation. L'idée de cet accord était évidemment aussi de mettre à profit le temps qui sera disponible pour que les salariés puissent sécuriser leur parcours, et que l'entreprise puisse assurer l'adaptation des salariés aux évolutions de l'entreprise. Alors,
le contenu de l'accord, alors il devra comporter, je reviendrai sur tous ces points, un diagnostic économique donc qui justifie évidemment l'utilisation du dispositif, le périmètre des activités concernées, c'est-à-dire que l'accord peut concerner tout ou partie des activités. Donc, à l'issue du diagnostic, l'entreprise déterminera les secteurs, les métiers qui sont plus particulièrement touchés, donc tout ou partie, et la réduction du temps de travail qui sera appliquée durant la réalisation de cet accord. Donc 40% et jusque 50% sous réserve, comme je le disais, d'un accord de l'État. Les modalités d'information des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel. Alors, ce qu'il faut savoir aussi en termes d'engagement, c'est que si rien n'est indiqué dans l'accord, l'intégralité des emplois de l'établissement sont préservés, et que du point de vue de la formation, l'ensemble des dispositifs peuvent être mobilisés, comme dans la première phase du confinement et l'utilisation du chômage partiel, hein. On pense en particulier, mais pas uniquement, au FSE, au FNE formation, pardon, et aux dispositifs d'appui à l'emploi des jeunes qui sont actuellement en cours au niveau des évolutions des aides de l'État. Donc, deuxième point, négocier en PME. Alors, important de rappeler qu'il y a eu des bouleversements importants dans le cadre des ordonnances de 2017 et des lois dites travail, qui ont permis de négocier dans les entreprises qui sont dépourvues de délégués syndicales en particulier, puisque historiquement, la négociation était dévolue uniquement aux acteurs aux syndicaux du côté des représentants salariés. Donc, pour comprendre les nouvelles règles de la négociation, il est important de prendre en compte trois critères. Donc, l'existence ou non de délégués syndicaux, hein. Donc, dans le cas où des délégués syndicaux existent, ils demeurent les acteurs exclusifs de la négociation avec l'employeur ou son représentant. L'existence ou non d'un comité social et économique. Donc, nous verrons qu'il est possible aujourd'hui de négocier avec des membres élus de la délégation du personnel au CSE. Et dernier point, dernière variable, l'effectif de l'entreprise. Et pour faire simple, plus l'entreprise est de petite taille, moins les exigences sont importantes, sous réserve que l'entreprise soit en règle, c'est important de le dire et ça a été rappelé lors du dernier webinaire, soit en règle avec la loi et en particulier avec l'organisation des élections du CSE lorsqu'elle y est soumise. Donc, je vais essayer de détailler rapidement ces points. Donc, en commençant par les entreprises de moins de 50 salariés, et on va distinguer les entreprises de moins de 11 salariés ou de moins de 20 salariés. Donc, c'est le premier cas dépourvu de CSE. Donc, un accord est valable dans ce cas par voie de consultation directe des salariés et sous réserve d'une approbation pardon, à la majorité des 2 tiers des salariés. Dans les entreprises de 11 à 20 salariés avec élus et de 20 à 50 salariés avec ou sans élus. 2 voies sont possibles et dans ce cas, elles sont au choix de l'employeur. Donc, premier choix, un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale représentative assortie d'un référendum à la majorité simple des salariés, ou un ou plusieurs membres du CSE, mandatés ou non, plus la signature des membres du CSE qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Dans les entreprises de plus de 50 salariés maintenant, donc là, on a 3 cas de figure. Les entreprises qui disposent de délégués syndicaux, les entreprises avec conseil d'entreprise, alors qui était une nouveauté instituée par les lois travail et qui est une fusion
des délégués syndicaux et du CSE, mais qui a priori est très usité, donc très peu usité, pardon, donc je ne vais pas m'y arrêter beaucoup. Et enfin, les entreprises qui ne comptent ni délégué syndical, ni conseil d'entreprise. Donc, dans la première situation, on reste dans la situation classique, historique de la négociation avec les délégués syndicaux, sachant que les règles ont légèrement changé. L'accord est valable s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales qui représentent 50% des suffrages aux dernières élections, ou, et c'est ce qui est nouveau, second cas de figure, par une un ou plusieurs syndicats qui représentent plus de 30%, et dans ce cas-là, sous réserve d'un référendum à la majorité des suffrages exprimés. Donc je ne parle pas particulièrement du conseil d'entreprise. Et dans la dernière situation, les entreprises qui sont dépourvues de délégués syndicaux et de conseils d'entreprise, dans ce cas-là, on aura également 3 cas de figure, mais qui ne sont plus au choix de l'employeur, mais qui vont s'appliquer successivement selon la situation. Donc, première situation, un ou des membres élus du CSE mandatés par une organisation syndicale représentative et approbation par un référendum à la majorité simple. À défaut, cette fois c'est à défaut, hein, un ou plusieurs membres élus non mandatés, plus la signature des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux élections. Et ou, dernier cas de figure, des salariés qui sont mandatés par une organisation syndicale représentative et l'approbation des salariés à la majorité simple. Donc voilà, théoriquement, toutes les entreprises correspondent à l'un de ces cas de figure. Alors, j'avais indiqué la dernière fois, et ça me semble important de le redire, qu'il existe un question-réponse qui est très bien fait du ministère du Travail, qui s'appelle la négociation collective. Et pour toutes les questions que vous pouvez avoir, je vous renvoie à ce document qui est accessible sur le site du ministère. Donc maintenant, je vais revenir à la question de la négociation dans le cadre de ce dispositif APLD pour les entreprises où on se mettra autour de la table. La première chose que je voulais dire, qui est sans doute évidente, hein, mais c'est peut-être mieux de le rappeler, pour négocier, il faut à minima être deux. Et on l'a vu, compte tenu de toutes les modalités nouvelles de négociation, on peut se mettre à un certain nombre autour de la table. Donc avec les délégués syndicaux, si vous en avez, avec le CSE, avec les salariés, selon le contexte de l'entreprise et selon les étapes de la démarche. Sachant que nous considérons qu'il est évident que pour construire un bon accord, l'implication des salariés est essentielle, sachant que la première étape d'une négociation, c'est d'organiser la concertation. Alors le recours à la PLD le suppose, hein, puisque c'est une exigence. Ça sera sans doute un dispositif utile pour bon nombre d'entreprises pour passer le cap, mais il est important de rappeler ça aura des impacts importants pour les salariés. Alors, sur leur salaire, je pense que M. Desplanques en parlera, puisqu'il l'avait évoqué dans la préparation, sur les bases pour calculer le salaire et la négociation sur le salaire. Sur leur avenir aussi, hein, on parle de l'exigence en matière de formation et de sécurisation des parcours, mais aussi de la pérennité de l'entreprise, et sur leurs conditions de travail, puisque l'activité en mode réduit, en mode dégradé, devra s'organiser dans l'entreprise afin qu'elle n'ait pas des conséquences néfastes en termes de risques sur des registres très très différents, hein, que peuvent être la charge de travail, mais aussi les risques psychosociaux ou la difficulté de réaliser le travail du fait du manque de compétences au sein de l'entreprise. Donc il y a des enjeux importants pour les deux acteurs de l'entreprise. Et voilà, donc l'important de ne pas se dire que c'est uniquement une formalité. Donc j'ai essayé de construire un petit schéma qui nous montre un peu les étapes de la négociation.
Donc, première étape, l'exigence est de construire un diagnostic des enjeux économiques, hein, de la situation économique de l'entreprise actuelle et d'avoir aussi une projection dans l'avenir. Évidemment, on vous conseille de partager le contexte, les enjeux économiques avec les salariés. Et il nous semble également important dans cette étape de mobiliser le CSE lorsque le CSE existe dans l'entreprise afin de recueillir son point de vue. Donc, seul ce diagnostic partagé, s'il est partagé, permettra d'ouvrir le dialogue avec les salariés puisqu'il permettra de comprendre les enjeux de l'entreprise, les marges de manœuvre pour la négociation. Des acteurs de l'entreprise peuvent évidemment tous donner un point de vue, hein, si on pense aux projets à développer dans l'entreprise, si on pense à la dimension commerciale dans bon nombre d'entreprises. Donc, recueillir des points de vue, analyser des documents et surtout avoir une transparence sur le partage de l'information nous semble essentiel. De cette étape découle la définition du périmètre des activités concernées et la réduction du temps de travail correspondante. Et même remarque, pour que l'on puisse comprendre l'impact sur les secteurs d'activité, encore faut-il avoir partagé le premier diagnostic et que l'entreprise assure une forme de transparence sur les informations économiques. Voilà, alors les témoignages précédents, dans les précédents webinaires, nous ont montré qu'il y a déjà une expérience dans toute cette période difficile de la crise, des entreprises qui ont ressorti évidemment des projets des placards et qui se sont reposées, qui ont été très créatives pour essayer de maintenir leur entreprise à flot. Euh, Deuxième point, la discussion sur les contreparties. Je pense que les salariés, évidemment, seront très sensibles à cette question des contreparties, alors en matière d'emploi, puisqu'il s'agira du leur, et en matière de formation et de besoins de formation. Alors, on a aussi eu des échos des représentants syndicaux qui disaient qu'il y avait effectivement la projection de l'entreprise, la sécurisation des parcours, l'adaptation aux emplois de demain, aux métiers de demain, mais qu'il y avait aussi peut-être se remettre à niveau des choses qui n'étaient pas faites dans l'entreprise depuis un certain temps. Vous ne partez pas de rien, puisque dans bon nombre d'entreprises, il y a quand même des plans de formation, il y a quand même une réflexion sur la formation. Et sur cette étape, nous vous proposons aussi de faire un état des lieux des pratiques en matière de formation, des besoins à venir, de mobiliser les acteurs, et c'est là que les OPCO auront tout leur rôle à jouer sur ce registre, de vous aider à définir vos besoins en matière de formation, les priorités, sachant que l'exigence de l'État, c'est de ne pas avoir d'être sur des registres très généraux, mais d'avoir des engagements très précis et qui couvrent l'ensemble des salariés qui sont concernés par le dispositif APLD. Euh, Autre point, évidemment, la base pour le calcul des salaires et puis évidemment la rémunération des salariés, puisque l'entièreté n'est pas couverte par l'État. Donc, je pense que M. Desplanques nous en parlera et que c'est intéressant de mettre ce sujet, ce sujet essentiel en discussion dans votre entreprise. Voilà, j'arrête là parce que je vais être trop longue. Sur la question de l'organisation, puisque lorsque vous aurez réalisé votre diagnostic, établi le périmètre, défini les réductions, ça veut dire que vous aurez évidemment un fonctionnement par moment, puisqu'il faut planifier sur 6 mois et que la planification ne sera pas toujours la même, reposera pas toujours sur les mêmes têtes ou les mêmes secteurs, hein, c'est ce qu'il va falloir définir. Ça veut dire que vous allez devoir construire ce que vous avez déjà fait pendant le confinement, une organisation en mode réduite, en mode dégradé, et que il s'agira dans ce cas d'éviter les risques liés à ce mode de fonctionnement. J'en ai déjà cité certains, à la charge de travail, l'appel à des compétences, tout le monde ne sera pas présent. Or, la compétence, elle est individuelle, mais elle est aussi collective. Mais si vos salariés ne sont pas tous présents, comment tout ça va fonctionner? Quelle discussion vous avez autour de tout ça? Donc, la question de l'équité de traitement, puisque comme vous le savez, le dispositif n'est pas individualisé par
par contre, on peut assurer des rotations, hein, dans certains services, donc l'équité de traitement entre les salariés, les plannings, etc. Je pense que vous pouvez vous appuyer sur un retour d'expérience de ce que vous avez déjà fait, de ce qui s'est bien passé dans les premières périodes de confinement et de ce qui s'est mal passé, puisqu'il y a quand même une forme de continuité. Et évidemment, à ce niveau, le CSE doit être consulté dans son rôle classique, hein, dans le cadre des changements d'organisation. Voilà, j'arrête là. Isabelle, vous avez encore 4 minutes, maxi. D'accord. La communication, au niveau de ce projet, alors en particulier dans les petites entreprises, si vous construisez votre projet avec les salariés, il est important de le partager en cours, de discussion et de réflexion. Pour nous, on positionne, la phase, pardon, d'élaboration, de l'accord à ce niveau et dans les conditions qui seront les vôtres de la négociation selon la taille de votre entreprise. Nous préconisons également de mettre en place, puisque, mince, je suis dans le mauvais sens, donc de mettre en place, c'est Christian qui m'a perturbée, donc de mettre en place des indicateurs de suivi de l'activité, des moyens de remonter des coûts du terrain, puisque cet accord, il va se renouveler par période de 6 mois, hein, donc un bilan doit être fait et que prendre la température en temps réel sur un certain nombre d'indicateurs que vous pouvez mettre en place de fonctionnement ou de dysfonctionnement, de réalisation des objectifs de formation, d'indicateurs sociaux, enfin voilà, des choses qui seraient à construire pour suivre le déroulé puisque il va durer et pour suivre et ajuster dans les étapes de renouvellement, puisqu'il se reconduit par période de 6 mois. Donc là, j'accélère. Je voulais quand même faire ce point parce qu'on était plutôt sur le webinaire pour les partenaires sociaux. Donc, je passe au processus de validation ou homologation et dans ce cas-là, je vais aller très vite. Si vous avez construit un accord dans votre entreprise, eh bien, vous allez demander une validation à la directe qui va vérifier un certain nombre d'aspects, c'est-à-dire que vous répondez bien aux exigences de négociation, de publicité et de contenu. Si vous êtes du côté de l'accord de branche étendue, j'en parle pas trop, mais en tout cas que vous répondez bien au contenu de l'accord. Dans le premier cas, la directe a 15 jours pour répondre et dans le second, 21, sachant que sa non-réponse vaut acceptation. Du côté du processus administratif, je vais peut-être aller un peu plus vite puisque ça a déjà été présenté. Les demandes se font à la directe. Si vous avez plusieurs établissements, vous ne déposez qu'un accord et le lien se fait via la directe, mais vous déposez aussi votre accord ensuite sur la plateforme Téléaccord et il y a un contrôle a posteriori de l'administration. Et là, je vais encore plus vite pour vous aider. Et en particulier, alors c'est important de le dire, donc il y a un dispositif Objectif Reprise qui est piloté par le ministère du Travail et l'ANACT, qui vous donne la possibilité d'avoir un recours à des consultants. On vous invite à le faire, en particulier si vous avez des difficultés dans la dernière partie de mon exposé, qui est la construction de votre accord et que vous avez le souhait de le faire le plus participatif possible afin de susciter évidemment l'adhésion des salariés et puis de préserver leur motivation. Vous pouvez utiliser ce dispositif qui vous permet de recourir à des consultants sur un temps qui peut être de 6 journées et qui peut vous aider non pas à négocier hein, évidemment, mais à préparer votre négociation en prenant en compte tous les éléments qui ont été développés précédemment. Voilà, puisque j'ai plus le temps, et ben c'est plus à moi. C'est à vous, Christian. Merci en tout cas de cette présentation qui est très complète. Voilà, mon rôle, c'est aussi de partager la parole, en sachant que le dispositif, on pourra également mettre en lien, lorsqu'on vous enverra le replay, je dirais sur les dispositifs, en particulier Objectif Reprise, PSRH, etc., qui ont été cités. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, l'objectif, là, c'est aussi de
donner la parole aux gens qui ont été sur le terrain, ceux qui ont été en phase de négociation. Donc, je donne la parole à Jean-François Foucard sur un peu, ben, finalement, sur les questions qu'est-ce qui a guidé à l'élaboration de l'accord et particulièrement comment a été mis en valeur toute cette politique dans l'entreprise en matière d'emploi et de formation, puisque c'est un point qui a été cité par Isabelle tout à l'heure qui est important. Bonjour à toutes et à tous. Globalement, ce dispositif, hein, il arrive de l'aéronautique, il remonte par la Fédération de la métallurgie et il s'étend à l'ensemble de la France. C'est pour ça que vous avez le fameux 40 ou 50%, puisque tout ce qui est aéronautique va être touché pendant les 2 ou 3 ans. Je rappelle que le dispositif s'étend sur 3 ans et peut être mis en œuvre pendant 24 mois sur 36 mois. Ça fait que le dernier accord pourra être signé le 30 juin 2022 pour des applications jusqu'au 30 juin 2025. Donc, vous voyez, c'est quand même assez long et on voit bien qu'il a été formaté sur le sujet. Quel est le constat avant de... On peut pas, je peux répondre directement à votre question. L'idée, c'était de préparer le monde d'après, donc d'utiliser, puisque ça a été fait pour ça, d'utiliser le temps de chômer pour se former, pour préparer aux nouveaux métiers ou aux nouvelles évolutions des process, puisque on sait que la numérisation va arriver de façon importante dans l'ensemble des métiers et on devrait avoir des évolutions très très fortes dans les mois, voire années qui viennent. C'était pour le mettre. Globalement, aujourd'hui, on peut constater que ce soit sur l'activité partielle ou sur l'APLD, en fait, ça ne fonctionne pas. La ministre l'a dit, mais on l'avait déjà noté, on l'a alerté plusieurs fois. Aujourd'hui, globalement, les APLD sont plutôt faits pour protéger les salariés du chômage, mais en aucun cas, à l'heure actuelle, pour pouvoir les monter en compétences. C'est-à-dire que euh, c'était un délire intellectuel d'ailleurs de le penser que ça puisse se faire, pour une raison simple, en tout cas au démarrage, c'est que pour pouvoir former, il faut savoir quelles sont les compétences que l'on a, quelles sont les compétences dont on aura besoin, faire donc un écart, un diagnostic d'écart, trouver les formations qui seraient nécessaires pour pouvoir faire évoluer les compétences. Et dernier point, après, trouver comment il s'appelle, l'organisme de formation. Alors, pour l'activité partielle classique, bah, le temps que vous avez fait tout ça, si vous avez passé en stock, vous avez fini l'activité partielle. Et sur la PLD, ça va prendre un certain temps, on va dire ça comme ça. On peut espérer que ça démarre, on n'en est pas sûr. Et il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que c'est très hétérogène. C'est-à-dire entre une entreprise qui va faire un APLD à 10% ou une autre qui va faire à 40 ou 50%, on n'a pas du tout les mêmes problématiques et du tout les mêmes possibilités de former. Bien que ça soit gratuit hein, avec le FNE, il y a des choses. D'ailleurs, il va y avoir un nouveau dispositif qui va pouvoir s'appliquer aussi, c'est les transitions collectives, qui va arriver dès début 2021 et on est en train de finaliser, qui est fait pour ça. Donc la PLD aujourd'hui, globalement, on est un peu dubitatif sur son impact final. La question centrale, c'est est-ce que ça sera juste une antichambre pour aller à Pôle emploi ou est-ce que ça aura vraiment permis de garder les gens en emploi et qu'ils puissent rebondir de façon naturelle. Moi, Trop tôt pour le dire. ce que j'entends, M. Foucard, c'est qu'il y a une nécessité, là, peut-être, de faire un zoom sur ce fameux diagnostic qui fait partie de la panoplie. Et peut-être que ça demande du temps, effectivement, mais est-ce que ça ne devient pas un peu le nœud gordien? Parce que c'est vrai qu'on a démarré par un webinaire sur les OPCO. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que ce point de passage est quasiment obligé si on veut se projeter, puisque vous dites qu'il faut se projeter jusqu'en 2025? Oui, ben, en fait, déjà, je vais reprendre. Déjà, la PLD, c'est un des outils. Donc, il y en a d'autres. Hein. Il y a l'APC, puisque c'est un des outils pour tenter de gérer une crise conjoncturelle. Donc, en fait, est-ce que le problème que concerne l'entreprise est conjoncturel ou non?
et sur quelle partie ou non de l'entreprise. Donc après, on a la PLD ou la PC. Après, donc c'est un pari, on fait un pari. Mais pour dire que ça répond, que cet outil va répondre à la problématique, il faut faire déjà un diagnostic. Diagnostic économique qui soit bien, est-ce qu'effectivement, on est bien que dans un problème conjoncturel et non pas structurel? Si c'est le cas, alors on va utiliser un certain nombre d'outils et la PLD en est un. Pour qu'il soit efficient, plus le pourcentage d'APLD sera important, plus il sera nécessaire d'avoir un diagnostic des compétences. Utilisons ce moment-là particulier. Je rappelle que quand vous êtes en APLD, dans la période d'APLD, votre contrat est suspendu, donc vous pouvez faire deux choses, enfin même trois choses: ne rien faire, rester à la maison, travailler pour une autre entreprise ou se former. Il nous semble aujourd'hui, dans la situation actuelle, que trouver un autre emploi, c'est peut-être possible, mais c'est quand même compliqué. Je rappelle qu'il y a quand même 6 millions de chômeurs, donc, et suivant les bassins d'emploi, ça risque d'être difficile. Par contre, se former pour préparer l'avenir nous semble la meilleure des choses. Encore faut-il que ça soit des formations qui soient utiles. D'ailleurs, vous avez vu la ministre, nous avons énormément appuyé la CFE-CGC sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, les formations fournies ou utilisées étaient, entre guillemets, de très bas niveau. Et aujourd'hui, ça va être resserré et ça va être des formations qualifiantes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ou certifiantes. Le but du jeu, c'est bien que ça serve à quelque chose et que ça ne soit pas l'occupationnel, c'est même la ministre qui l'a dit, les formations occupationnelles n'ont pas lieu d'être payées par la collectivité, ce n'est pas ce point-là. Donc, formation cruciale. Après, qu'est-ce qu'il y a à négocier? Globalement, pendant la période où vous êtes en APLD, vous touchez que 84% de votre salaire, donc il y a éventuellement un complémentaire pour monter à 100%, on peut le négocier. Il me semblerait plus intéressant, notamment, enfin après ça dépend des cas, c'est soit il est plus si vous avez un taux important, il est plus intéressant, il me semble, de négocier que la retraite, les cotisations retraite soient mises en place, les retraites complémentaires. Et si vous avez un faible niveau, il est peut-être plus intéressant d'avoir le complément de salaire. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est aussi un peu à géométrie variable. Et n'oublions pas non plus, en fonction des finances de l'entreprise. Parce que c'est quand même un pari. Je rappelle qu'il y a certaines entreprises qui font le triptyque APLD, APC et puis RCC, puisqu'ils ne peuvent pas faire un PSE, donc ils font forcément un RCC. Donc, on voit que c'est un des outils pour répondre à une problématique. Après, ce n'est pas l'outil miracle, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est à utiliser, c'est un outil conjoncturel et donc ça doit répondre à un problème conjoncturel. Quel sujet aussi on peut négocier? En gros, quand même, c'est l'information, la communication, la qualité de la communication vis-à-vis des salariés concernés, puisqu'on peut avoir une partie de l'entreprise qui travaille, qui n'est pas en APLD, et l'autre qui est concernée. Donc, à un moment donné, il y a une notion d'équité, d'égalité. Dès que vous touchez au sous, c'est quand même important. Les gens sont assez, bien sûr, sensibles sur le sujet. Après, avoir aussi des retours, un suivi sur l'évolution, qu'est-ce que ça produit, pour éviter que les gens aient le sentiment que c'est peut-être l'antichambre de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que au niveau économique, ben, ce qui était prévu, l'entreprise, ça tient et globalement, ça fonctionne. Qu'est-ce que ça produit, cet APLD, pour l'entreprise et pour les salariés? En fait, faire partie du sujet et non pas qu'on rentre dans un long tunnel qui peut durer 36 mois suivant la PLD que vous avez négocié. Et 36 mois quand même, là, ça peut faire très long, surtout si l'activité, entre guillemets, partielle est importante. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, ce que Il faut je bien retiens, comprendre, c'est quand même, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si les salariés sont en APLD, c'est que l'entreprise quand même a un problème. Donc, à un moment donné, ça ne se résoudra pas par miracle. Enfin, je veux dire, en 24 mois ou 3 ans,
il y a plein de choses qui vont se passer, tant au niveau des process que au niveau des offres qui arriveront. Il y a de la concurrence qui arrivera et ça nécessite quand même, au-delà de l'APLD, que les partenaires sociaux, que l'entreprise aient des vrais diagnostics et une vraie attention particulière au niveau de la dimension économique de l'entreprise pendant cette période. Car aujourd'hui, ça peut être une APLD, mais demain, ça peut passer en PSE ou RCC. Et globalement, l'engagement qui est de ne pas négocier, enfin, de pas licencier économiquement est qu'un engagement moral, puisque l'entreprise, ça a été statué, même l'ancienne ministre l'avait dit, c'est qu'à un moment donné, le but du jeu, c'est de rentrer dans ce dispositif. Et si jamais ça ne fonctionne pas parce que ça se dégrade, il y aura des licenciements. C'était la même chose avec l'AME, hein, de maintien de l'emploi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un pari, Ça. et si le pari s'écroule, eh ben, c'est d'autres dispositions qui vont arriver, hein. Il faut pas... Donc, c'est une sécurité, mais ce n'est pas une assurance tout risque. Oui. Voilà ce que je pouvais dire Voilà. Non, mais aujourd'hui. c'est votre conclusion. Et moi, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, ce n'est pas tant les dispositifs qui sont importants que le pari qui s'appuie à la fois sur la compréhension de la stratégie de sa propre entreprise et sur sa réalité. Et donc, ça veut dire qu'il faut combiner, mais finalement, on redécouvre un petit peu les vertus de ce que doit être à la fois l'aspect social et l'aspect stratégique que l'entreprise doit avoir. Et moi, ce que je retiens quand même dans la PLD, en tout cas dans ce qui a été présenté à vous écouter, c'est qu'il y a un point de passage obligé d'une réflexion sur sa propre stratégie. Et on est, que l'on soit dirigeant ou salarié, on ne prend pas forcément toujours le temps de se poser pour voilà, un peu se projeter dans demain. Alors c'est vrai que les racines sont, vous l'avez dit, hein, sont sur les process, sur l'automatisation d'un secteur qui était le secteur aéronautique. Après, à chaque entreprise à essayer de caler par rapport à sa propre activité et puis à son propre devenir l'ensemble des dispositifs. Vous avez raison d'ouvrir sur l'ensemble des dispositifs. Bah, globalement, on peut constater que l'entreprise fait son diagnostic et plus vous allez être touché par un pourcentage élevé d'APLD, plus le salarié doit se poser aussi la question, qu'est-ce qu'il veut faire demain? Car on sent que c'est quand même assez compliqué et peut-être que ça sera l'occasion d'utiliser le nouveau système qui va arriver de transition collective pour pouvoir changer d'activité ou changer de métier. C'est vraiment un moment particulier, autant qu'il soit utile et à l'entreprise et aux salariés pour éviter des déconvenues très importantes après, car après, il y en a d'autres qui ont utilisé ces possibilités de reconversion ou de montée en compétences. Et donc, du coup, vous êtes en concurrence avec davantage de, entre guillemets, de salariés ou de chômeurs qui reviendront salariés. Et la compétition, soyons clairs, sera rude si on en tient compte du fait que le nombre de chômeurs devrait quand même assez augmenter dans les mois, voire années qui viennent, avec la transformation numérique et ce chômage conjoncturel, mais qui risque d'être un peu structurel pendant un temps assez important. Voilà. Voilà. Merci. Sur la transition collective, je pense qu'on aura l'occasion sur 2021 d'en reparler parce qu'effectivement, ça fait partie des éléments sur lesquels la Directe travaille et œuvre et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, début 2021. Je propose de passer la parole donc, à Albéric Desplanques pour qu'il puisse nous donner aussi son éclairage, hein, puisqu'elle a été négociateur hein, sur l'activité donc papier-carton. Je lui passe la parole, Albéric. Ok, merci. Vous m'entendez bien tous? Ouais, Très comme je bien. suis avec les petites oreillettes. Merci déjà de cette invitation et ces explications qu'a fournies Isabelle, qui sont des slides très bien faits, et ensuite l'intervention de Jean-François qui a posé beaucoup de problématiques. Alors, ce que je peux dire, moi, mon témoignage, il est vraiment au plus proche du terrain, puisqu'effectivement, j'ai négocié avec les 3 autres organisations syndicales représentatives dans les branches où j'officie au papier carton, un accord dans la convention collective, donc un accord conclu qui a été négocié cet automne et qui a été signé le 16 novembre dans la branche des industries du cartonnage et des articles de papeterie.
Et on a un deuxième accord qui devrait être signé juste avant Noël dans la branche production, transformation, papier, carton. Donc ensemble, hein, ces deux branches-là représentent à peu près 80 000 emplois. Alors c'est des petites branches, mais par contre, c'est des petites entreprises. Souvent, il y a des grosses, bien sûr, mais beaucoup de petites entreprises artisanales, familiales, dans différents bassins d'emploi de France qui sont bien impactés, puisque cette crise, comme l'a très bien dit Jean-François, et que je mets en parallèle avec l'APLD. L'APLD vient effectivement de l'aéronautique, hein, de la métallurgie. Mais aujourd'hui, l'onde de choc est terrible et beaucoup de secteurs industriels dans les branches dont je m'occupe sont impactés, comme la fermeture des restaurants, par exemple, ou des hôtels. Ben, on ne fait plus d'essuie-mains, on ne fait plus de papier toilette, on ne fait pas de set de table, on ne fait plus de serviettes en papier. Donc ces entreprises-là souffrent beaucoup. Après, vous avez aussi, vous le savez bien, hein, j'imagine, bon, c'est notre beau pays, la France, mais par exemple, tout ce qui est spiritueux, bouteilles de vin, ben, il n'y a pas de restaurant, ben, il y a des consommations énormes qui ne sont pas vendues, donc pas d'emballage. Vous avez aussi ben, justement l'aéronautique qui ne fonctionne pas bien, donc pas d'emballage pour les pièces en carton, des sous-traitants, etc. Donc on a des boîtes, et tout le monde l'a compris, comme tout ce qui est hygiène, papier d'hygiène, ça marche bien. Mais bien sûr, impression écriture moins bien. On est tous à la maison, on n'a pas forcément lu beaucoup de presse. Les publicités sont sorties, je parle des flyers, hein, mais avec les restrictions, les magasins ouverts, pas fermés, beaucoup de grandes entreprises décident de pas imprimer. Ou alors, et là je reviens aussi à ce que disait Jean-François, c'est un peu la boule de cristal, hein, pouvoir estimer à 3 ans. Déjà, des fois, c'est un mois, on ne sait pas ce qu'on va faire. Des fois, on prend des commandes et c'est la semaine suivante qu'il faut redémarrer une machine ou un secteur. Donc, pour venir aux accords que j'ai négociés et qu'on a signés avec les copains des autres confédérations syndicales, c'est laisser de la souplesse, laisser effectivement les partenaires sociaux, comment je dirais, quand ils existent, hein, parce que ça a été dit, les partenaires sociaux de cette branche ont dit on va vous donner un outil à la branche pour justement déployer l'outil plus facilement. En fait, on a appelé ça l'étage de la fusée, parce qu'après, effectivement, il faut réunir. Alors, le CSE, déjà, il faut en avoir un, hein, il y a beaucoup de boîtes qui n'en ont pas. Délégués syndicaux, c'est clair, des fois, c'est quand même rare, c'est de plus en plus rare, hein. Comme vous le savez, avec la représentativité, les ordonnances Macron, on a perdu, non pas des électorats, on a perdu tout simplement des gens qui voulaient s'investir, hein, dans une société individualiste. Donc la branche doit amener une norme. Et c'est là où moi, je souhaitais me positionner. Une norme, c'est un accord à minima, charge à l'entreprise, si elle peut, avec son CSE, son délégué syndical, s'il existe, améliorer l'accord de branche. Voilà, donc c'est bien l'étage 1 de la fusée, mais surtout permettre un démarrage plus rapide pour compenser cette baisse d'activité. C'est pas simple, hein, 40%, 50%. Alors déjà, on a des horaires de travail dans beaucoup d'entreprises, et tant mieux qui sont très flexibles. On a de la modulation, on travaille alors, dans nos activités à nous, papier et carton, c'est souvent la nuit, le week-end. On travaille souvent 24-24, ou en tout cas des fois 12 heures sur 24. Donc c'est très compliqué de prévoir. Donc l'accord doit être mis en place pour les entreprises. Alors, se basant sur l'accord de branche, et ça a été dit par Isabelle, c'est extrêmement important. Nous, on a eu des retours déjà quand ça a démarré la PLD. Hein, il y a des boîtes qui ont appliqué, ou même, je dirais, l'activité partielle classique de droit commun. Comment calculer le salaire? Là, on s'est retrouvé à une pléthore de textes, de décrets, de jurisprudence. Donc, nous, dans nos accords, on a blindé cette partie-là pour essayer de penser à tout le monde, puisqu'on a des majorations de nuit, de week-end, bah, on s'est basé sur les congés payés, mais avec toute prime comprise, comme si on travaillait, quoi. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. On a aussi pensé aux commerciaux, hein, qui vendent du packaging, qui vendent du carton. Bah, les commerciaux qui se retrouvent en APLD ou même en activité partielle, les pauvres, ils ont quand même des commissions, enfin, une part variable importante. Donc, dans les accords de branche, et je le dis aussi en entreprise, quand on négocie, il faut prévoir ça, il faut penser à tout le monde, l'école blanc comme l'école bleue. Il faut blinder sur tout ce qui est rémunération variable et prendre en compte les 12 derniers mois. De même que dans un autre accord qui n'est pas signé encore, donc dans la branche production-transformation, on a prévu, en cas de rupture conventionnelle collective ou de demande de rupture conventionnelle individuelle, ou s'il y en a, j'espère que non, mais bon, des plans de départ volontaire, donc des PDV, on a prévu que tous les calculs des primes diverses de licenciement seraient faits sur les 12 derniers mois, quoi. Il ne faut pas que ce soit fait par rapport à une activité partielle qui pourrait durer longtemps et qui va quand même retirer aux salariés un peu de rémunération. Après, sur les formations,
Bien sûr, on a prévu ça dans nos accords, mais le problème aujourd'hui, les formations, bah, c'est un peu fermé, hein. Il y a que des formations comme nous, notre réunion aujourd'hui, hein, derrière un écran. Et pour le monde ouvrier, c'est pas facile. Donc, les organismes de formation n'ont pas forcément réouvert leurs écoles, leurs sessions, ou alors il y a de la distanciation, on peut pas toucher les machines. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué à organiser. Et je vous le dis très clairement, même si je représente les salariés en activité partielle, ils n'ont pas envie de se faire, voilà. C'est un peu dur d'aller les motiver et de leur dire, mais pour garder ton emploi à terme, comme l'a très bien dit Jean-François, parce que ce n'est qu'une étape, on ne sait pas ce que l'entreprise va devenir, bah, il faut se former, se maintenir, et là, on est face au problème franco-français. Celui qui est bien formé continue à s'interroger et à mettre en scène son parcours professionnel. Celui qui est peu formé ne se pose pas de questions. Il a un CPF, il ne sait même pas que ça existe, il ne l'a pas encore ouvert, il n'a pas envie de le mobiliser. Les OPCO ont ouvert, je dirais même de l'open bar, hein, sur les activités partielles, le FNE, les mesures d'urgence, mais c'est toujours un peu tout le monde, enfin toujours un peu les mêmes ou les mêmes entreprises qui vont monter des dossiers. Les petites TPE, PME, dans les branches dont je m'occupe, des fois, il n'y a que 10 salariés, hein, moins de, ou même 20, c'est familial, il n'y a pas de DRH. Donc là aussi, il faut que l'accord de branche ou l'accord d'entreprise, s'il est prévu, euh, soit partagé, ça a été dit par tout le monde, partagé, expliqué. Il faut bien avoir dans son préambule toutes les dispositions et bien dire, voilà, on est là, mais on ne sait pas combien de temps encore. On peut être mis en redressement judiciaire, on peut être mis en liquidation, et il n'y aura plus rien pour personne. Donc là, l'amortisseur de la PLD, moi c'est comme ça que je le vois, l'amortisseur de cette crise n'est pas un blanc-seing, comme l'a très bien dit Jean-François, mais ça veut dire qu'il faut non pas faire peur aux salariés, mais leur dire, voilà, tu es en suspension de contrat de travail, tu es à la porte peut-être du chômage, hein, c'est quand même l'activité partielle, c'est du chômage. Donc, est-ce que tu veux te former? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut vraiment un diagnostic économique, mais un diagnostic aussi sur quelle sera demain la trajectoire de l'entreprise, quelle machine je peux investir, quelle je dirais, flexibilité je peux avoir entre les différents jobs de l'entreprise, quelle polycompétence. Alors, c'est des mots qui font peur syndicalement, mais aujourd'hui, on sait très bien que si on est polycompétent, c'est un maintien dans l'emploi. Je rappelle que, et c'est important, la PLD, si vous faites appel à ce dispositif, c'est aussi pour préserver les pépites de l'entreprise, préserver les compétences. Dans beaucoup de nos métiers, dans l'industriel, justement, l'aéronautique au départ, qui a été la jeunesse de la PLD, mais nous, dans nos industries papetières, on a des spécialistes de conducteurs de machines extrêmement complexes qui nécessitent jusqu'à 1 an de formation, de compétences. On entre, je dirais, le tout dernier et on finit conducteur au bout de quelques années. Bah, ces gens-là, ils sont très bien payés d'ailleurs, hein. Ce pas des gens qui gagnent le SMIC, hein. Bah, il faut les préserver, il faut les conserver. Donc, la PLD est un bon moyen de lisser le temps de travail sur une période d'incertitude. Là, j'avais des exemples très concrets. Vous avez par exemple les agendas qui sont toujours imprimés au printemps d'une année N-1. Donc là, on va imprimer à partir de janvier, février. Enfin, printemps, c'est encore l'hiver, mais on va imprimer les calendriers agenda de l'année 2022. Bah, pour l'instant, il n'y a pas trop de commandes. Donc, il faut bien, et on en a beaucoup moins vendu, les commerces étaient fermés. Donc, vous voyez, on est aussi face à ça. Comment prévoir? Bah, avant de prévoir, il faut peut-être penser à guérir. Donc, la PLD, moi, je pense que c'est un très, très bon dispositif. Si effectivement l'accord de branche est conclu ou si l'entreprise conclut un accord dans les branches où il n'y a pas d'accord normalisé, c'est un moyen pour l'entreprise de récupérer quand même une part importante du salaire et pour le salarié d'être bien payé. Voilà un peu mon témoignage. Donc là, je me permets juste de regarder, oui, les questions qu'on m'avait posées dans la préparation. L'organisation, on a laissé dans les accords de branche 24 heures, hors week-end. C'est peu, mais bon, excusez-moi, on est en chômage. Je crois que s'il y a un coup de fil, le salarié peut très bien dire oui, je reviens lundi, si on t'appelle vendredi, parce qu'on a une commande, il faut en être heureux. Aujourd'hui, on a aussi malheureusement des salariés qui vont peut-être pas décrocher leur téléphone ou s'estiment en vacances. Ça, c'est un gros problème, là aussi, franco-français. Les gars sont en vacances, il y a une jalousie entre ceux qui sont à la PLD, ceux qui n'y sont pas. Donc, il faut vraiment que le manager, le chef d'entreprise partage avec les élus quand ils existent et les salariés le fait qu'on est tous dans la même barque et que c'est ensemble en relevant les défis du baisse de commande, en relevant les défis de produire, je dirais, d'une façon épicerie, c'est-à-dire je tourne pas, je tourne pas, j'ai une commande, j'en ai pas. C'est ensemble qu'on va préserver l'entreprise, l'emploi, et donc, pouvoir espérer terminer. Alors 2020, il n'y aura pas de souci, mais 2021 risque d'être très dur. Et je pense que ça, c'est pas suffisamment perçu en France dans ce schéma, l'employeur, le patron, le méchant et le salarié. Moi, je pense qu'il faut partager beaucoup plus
les infos, les handicaps, mais aussi les forces de progrès pour vraiment se dire, ensemble, on part dans ce dispositif, mais s'il y a du job, on revient. Très important aussi, on a eu des retours de terrain. Il faut vraiment que l'ensemble des ateliers, quand l'entreprise est assez grande, où l'ensemble des salariés aient une rotation sur la PLD, pas toujours les mêmes. Parce que je vous dis, ceux qui y sont presque contents d'y être des fois. Ceux qui n'y sont pas jalousent ceux qui y sont. Donc là, moi, je vous parle vraiment de retour de terrain. Il faut penser, y compris quand on est cadre hein, ou manager ou contremaître, penser à une forme de rotation entre les salariés pour que tout le monde, à la limite, y soit, tout le monde voit ce que c'est, de se poser des questions et puis tout le monde puisse, j'allais dire entre guillemets, se reposer dans cette situation de stress considérable qu'ont les salariés, de peur, de crainte, de manque de confiance. Voilà ce que je peux dire. Bon, je pense que j'ai été assez bref, non? C'est bon, Christian? Ouais. Merci, c'est parfait. Je pense qu'on a eu deux cas très intéressants. Christian, Oui, est-ce oui, que je profite parce qu'il y a une question oui. et au regard de ce que vient de dire Monsieur Desplanques, je voulais lui poser une question puisque vous avez dit, vous avez négocié des délais de prévenance assez courts et que voilà, il y avait une discussion autour de ça, mais qu'il était important de rester réactif par rapport aux besoins de l'entreprise. Et il y a une question là dans le chat qui dit comment on peut penser, et je trouve qu'elle est intéressante parce que du coup, où est le compromis, comment on peut penser des formations de qualité quand on va rappeler les salariés comme ça, parfois du jour au lendemain. Enfin là, il est marqué 3 jours, hein, parce que je suppose que c'est un délai de prévenance qui est peut-être négocié dans son cas. Et donc, comment on peut penser ce compromis, cette articulation entre le besoin de la réactivité parce qu'on est dans une situation difficile et la qualité de la formation qui pourrait être dispensée et qui, par définition, doit être un peu planifiée avec les salariés. Très, très bonne question. Alors Isabelle, clairement, on se l'est posé en négociation de branche, donc forcément, cette question sera posée en négociation d'entreprise. C'est très compliqué et il faut, comme pour le reste, prévoir au jour le jour. Alors souvent, on pense formation, nous tous, hein, formation dans une salle avec un formateur, mais il y a aussi formation interne. Et c'est là où moi, je souhaite intervenir. On peut faire des formations internes, on peut les facturer à l'OPCO. Et c'est là où des fois, l'école bleue, les ouvriers sont quelque part les moins formés parce que c'est souvent des formations de management sur des outils informatiques, mais il y a aussi des formations sur le terrain, sur une machine. Donc je pense que pendant la PLD, il faut blinder les formations justement sur ce qu'on appelle les binômes, sur les salariés qui remplacent les conducteurs, sur les aides-conducteurs. Il faut blinder là-dessus. Formation de sécurité, ça s'organise sur une journée hein, dans l'entreprise ou alors sur la conduite des engins. C'est des choses qui sont… Et il faut bien sûr prévoir avec l'organisme de formation, s'il y en a un, il faut prévoir une clause de souplesse. Voilà, on arrête la formation, on la reprendra la semaine suivante. C'est pas toujours facile, j'en suis conscient, mais il faut bien comprendre qu'en mode épicerie, hein, c'est un mot que j'aime bien utiliser, en mode épicerie dégradé, ça a été dit Isabelle aussi tout à l'heure par vous-même, il faut penser à tout, que tout peut s'arrêter à tout moment, tout peut redémarrer à tout moment. Donc souplesse et bien le dire aux salariés, bien le partager et bien négocier ça avec la boîte de formation. Voilà. Oui. Et ça conjugue bien les trois dimensions que vous avez citées tous les deux, hein, c'est-à-dire à la fois les pratiques d'hier, je pense aux pratiques salariales puisqu'il faut s'appuyer aussi sur ce qu'il y a eu précédemment, je pense à la réactivité qu'il faut à un moment donné, puisque voilà la question qui est posée par le salarié qui se dit dans 3 jours je fais quoi, et puis après en même temps il faut penser l'avenir et avoir une stratégie. Et c'est bien ça qui fait que finalement c'est une conjugaison de ces trois éléments qu'il faut, vous définissez la souplesse finalement à partir d'hier, d'aujourd'hui, puis de demain. Je ne suis pas sûr que la question soit celle-là, parce qu'en fait, il y a marqué 3 jours avant qu'il ne travaillera pas. Parce que quand il est en formation, en fait, par définition, il ne travaillera pas. C'est cette association formation non-travail, c'est-à-dire que je vais en formation et je serai payé moins. Manifestement, il y a aussi cette dimension Bien sûr. qui est importante. C'est peut-être d'ailleurs, si je peux me permettre, je ne l'ai pas dit, mais quand les gens vont en formation, peut-être que c'est le moment de les remettre à 100%. Parce que si ils vont faire un effort, alors même si c'est pour eux, il a très bien dit juste avant, l'intervenant juste avant de FO, Albéric, c'est qu'à un moment donné, faire un effort sans avoir de l'argent, je rappelle que dans le temps, quand vous étiez en formation, vous aviez 100% de votre salaire. Ce qui est plus automatique là.
Jean-François, c'est le cas dans nos accords de branche et c'est ce que je préconise dans les accords d'entreprise, parce qu'il faut aussi pouvoir motiver. C'est pas seulement gagner plus, il faut motiver le salarié à y Ah aller, oui, c'est notamment ça. pour l'école bleue. Donc effectivement, tu as raison et ça a été prévu dans nos accords de branche. Donc un est en demande d'extension, l'autre en signature. Oui, c'est 100% du salaire quand on est en formation, bien sûr. Bien sûr, très très bonne remarque de ta part. Une question, là, comment assurer le même nombre d'heures chômées entre les salariés dans un souci d'égalité, y compris les cadres? En fait, je ne suis pas sûr que ça soit possible, puisqu'en fait, déjà, c'est par rapport à comment il s'appelle, des services donnés, hein. Donc là, par contre, dans le secteur donné, ça, c'est à l'entreprise de gérer, puisque ça doit marcher, parce que c'est l'activité partielle. Je rappelle que le principe de l'activité partielle, il y a eu une dérogation pendant comment il s'appelle, pendant le premier confinement, où on a pu passer à l'individualisation, c'est-à-dire que sur une équipe donnée, on pouvait dire qu'il n'y ait que Pierre ou Jacques qui sont en chômage partiel et les autres travaillent, alors que là, c'est un collectif donné. Mais le collectif donné, il n'est pas forcément sur toute l'entreprise. Ça peut être le service Intel ou le service Intel, hein. Donc, après, c'est qu'une question de gestion. Et dans la durée, ce qu'il faut comprendre, il y a deux sujets avec la PLD qui sont passés totalement inaperçus. La première, c'est que l'activité partielle n'a pas été faite au départ pour être, comment il s'appelle, pour durer très longtemps. C'était un problème conjoncturel. Je fais simple, hein, une usine qui brûle ou une inondation, et éventuellement un problème conjoncturel économique, mais qui est court. C'est-à-dire que là, c'est au long cours, ça change la donne. Et après, il y a une chose que les gens commencent à voir, c'est que on a une inégalité de traitement. Si vous êtes en activité partielle de longue durée pendant 2 ans, vous êtes rémunéré à 84%. Donc, vous êtes en fait dans une catégorie soit B ou C, l'équivalent de B ou C au chômage. Et au chômage, par exemple, pour un cadre, vous toucherez que 63% de votre net, alors que vous n'avez pas d'employeur fixe. Et là, vous avez un employeur fixe, on favorise. Ça pose un problème d'équité aussi derrière. Je dis ça comme ça, mais ce n'est pas anodin, parce que, en fait, on donne plus à celui qui a déjà plus. Oui. Mais moi, je voulais justement réagir à ces points parce que d'où vraiment l'importance d'une concertation dans l'entreprise pour que les choses soient à minima comprises. Parce que c'est vrai que moi, je pense que cette question de l'équité, elle va être très prégnante dans beaucoup d'entreprises, quoi, forcément pour les salariés, puisqu'elle l'est en général. Bah, alors, il faut revenir à la genèse du dispositif, sinon on ne comprend pas. C'est ça le problème. C'est que l'aéronautique, c'est fait pour l'aéronautique au départ. L'aéronautique, pour former une personne, ils estiment que dès le mois de mars, ils auront une baisse d'activité entre 50 et 70% pendant 2 ou 3 ans. C'est le constat qui est fait. Et qui retrouveront quelque chose d'à peu près normal 2023-2024, avec une production limitée à 70% de ce qui était fait avant l'entrée de crise. Pour les personnes de l'aéronautique, les compétences sont énormes, et former un bon compagnon, quel que soit le niveau, enfin un bon salarié, quel que soit le niveau, qui touche à l'aéronautique, hein, je ne passe pas des fonctions support, c'est entre 5 et 10 ans. Donc, ils n'avaient pas envie de perdre ces compétences-là. Mais en même temps, vous avez vu qu'il y a quand même il y a quand même des départs volontaires, il y a des choses comme ça, parce qu'il y a une adaptation structurelle. De 100%, on va passer qu'à 70%, mais aujourd'hui, on est peut-être qu'à 40%. Et comment on arrive à passer ce sujet-là pour pas, entre guillemets, se séparer des gens? Parce que si on se sépare des gens, on ne les retrouvera pas après. On n'est pas sûr de les retrouver après dans 3 ans. C'est long, hein. Les gens, ils vont se comment il s'appelle, projeter autre part. Donc la vraie dimension, c'est bien faire cette question de pari, et comprendre pourquoi c'est fait. Et qu'à un moment donné, comme je le disais, et c'est là où les gens ne comprennent pas. Alors, c'est une question de communication, mais comme c'est un pari, il peut être gagnant comme perdant, hein. À la sortie, c'est peut-être l'antichambre du chômage. Et ça, aujourd'hui, globalement, les entreprises ont du mal à l'expliquer, les syndicats aussi, hein, la partie syndicale. Deuxième chose, on est dans un pays, c'est comme ça, le fait de dire à un salarié: «Il vaudrait mieux que tu te formes pour pouvoir quitter l'entreprise», c'est inentendable aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit dire attention, là, on va te donner du temps pour te former, pour t'en aller. En gros, globalement, c'est je vais pas, moi, je veux pas m'en aller. Oui, mais en fait, c'est même pas la question. La question, c'est est-ce qu'on se sépare de toi tout de suite ou est-ce qu'on fait un effort pour te donner les moyens de rebondir ailleurs? C'est ça la question pour beaucoup de secteurs aujourd'hui quand même, hein, et beaucoup d'entreprises. Et Alors, ça, collectivement, on n'est pas prêt à l'entendre. Jean-François, là, tu poses le doigt où il faut. C'est le plus compliqué. Pour autant, en ce qui me concerne, je préconise d'essayer d'utiliser le dispositif quand la branche l'a prévu, comme étage de la fusée, et à prévoir avec la directe. Et quand ça n'a pas été prévu, par un accord d'entreprise qui doit, je dirais, patrouiller sur l'ensemble des paramètres qu'on a vus dans cette conférence, parce que ça vaut le coup d'essayer avant de se retrouver dans un PSE ou peut-être une liquidation judiciaire, un redressement, parce qu'effectivement, c'est un amortisseur, un des dispositifs. Par contre, tu l'as dit, je témoigne clairement de cette difficulté, c'est un dispositif complexe. Au départ, pour la métallurgie, qu'il faut réadapter à chaque branche, chaque entreprise. On ne peut pas savoir, effectivement, 40%, 50%. Bon, c'est difficile, la boule de cristal, mais ça vaut le coup d'essayer avant de perdre des gens ou bon, bah, comme tu l'as dit aussi, après, essayer de se former. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué à l'heure actuelle dans notre pays. Mais moi, je pense que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de dire on y va et de partager par un diagnostic aussi. Il y a une explication avec les partenaires sociaux quand ils existent dans l'entreprise ou la branche, parce qu'on s'est rendu compte, hein, dans les petites comme les grandes branches, la complexité de ces dispositifs, les décrets qui arrivent, qui partent, les exemples, j'ai signé, j'ai pas signé, telle confédération a dit oui, telle confédération a dit non. On est face à ce qu'on sait faire en France, hein, de l'administration, mais pour autant, le dispositif est beau si on arrive à s'en saisir, si on arrive à le comprendre. Donc, avant de se lancer dans un tel dispositif, il faut vraiment faire une petite, comment je dirais, une petite réunion de quelques heures avec ces représentants du personnel, son DRH quand il existe, bien sûr, comment je dirais, le comptable, parce que c'est souvent lui aussi qui fait, hein, dans les petites structures, les petites TPE. Et, euh, et si on a des représentants du personnel, écoutez, excusez-moi, mais aujourd'hui, beaucoup savent vendre un billet de cinéma, enfin, quand c'était ouvert, faire un cadeau de Noël, oui, mais par contre, négocier des choses aussi complexes, c'est pas facile. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une transparence dans l'explication. Qu'est-ce que l'APLD va apporter? Parce que si on veut une signature d'un accord majoritaire, il faut quand même pouvoir dire, voilà, voilà les inconvénients, voilà les avantages. Donc ça, c'est un point sur lequel moi, dans la branche dont je m'occupe, j'ai souvent été amené à apporter aux fédérations patronales, avant de démarrer une négo de prévoyance mutuelle, n'importe quel sujet. OK, parlons d'abord de ce que c'est et non pas ah mon Dieu, il y en a qui vont en profiter, ah mon Dieu, parce que ça, c'est le cas, hein, y compris chez FO. Ah non, non, on ne va pas signer ça, les entreprises vont en profiter. Oui, mais il y a celles qui vont profiter et il y a celles qui vont amortir le risque de devoir faire un PSE. Et ça, on n'en parle jamais assez. La PLD, c'est ça, c'est pour éviter un PSE, même si on sait qu'il peut y en avoir un derrière. Bien. Merci. Ce que je propose, comme je vois que le temps passe très vite, c'est que les choses sont intéressantes. Voilà, je propose qu'on puisse conclure, je dirais, ce webinaire. Je rappelle simplement que ce webinaire a été organisé, co-organisé avec l'appui de la Directe, hein, Île-de-France, que c'était le troisième. Nous aurons de toute façon la possibilité, vous aurez la possibilité de pouvoir réécouter ou relire je dirais ce webinaire d'ici aux semaines prochaines. Hein. Pour conserver la métaphore aéronautique, moi ce que je retiens, c'est que finalement il revient aussi à chaque dirigeant et aux salariés avec le dirigeant et à travers ces phases de négociation de construire un petit peu sa propre fusée, de la concevoir et de la construire. Je retiens ça, mais c'est peut-être parce que justement on vient d'un secteur et les deux secteurs qui ont été présentés, à la fois l'aéronautique et l'imprimerie, moi j'ai eu l'occasion d'intervenir dans ces secteurs-là, c'est des secteurs où il y a effectivement de la conduite de machines importante et qui impose de la maîtrise de process et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est un investissement à long terme et il y a beaucoup de secteurs de ce type-là, mais chacun peut construire une petite fusée, une moyenne fusée, une grande fusée pour se mettre sur une orbite finalement d'un projet qui est un pari certes, mais où on est tous conscients que demain sera ce qu'on voudra bien en faire au sein de chaque entreprise. Je rappelle simplement également
qu'on a passé rapidement et je m'en excuse. Isabelle a présenté les différents dispositifs. On pourra vous faire des liens aussi sur ces dispositifs qui peuvent vous aider. Je pense au plan de continuation PCRH, je pense à l'action objectif reprise qui doit permettre aussi à un moment donné de pouvoir à l'entreprise de se donner un temps, hein, c'est 5, c'est 6 jours pour peut-être préparer l'avenir et faire ce fameux diagnostic, hein, RH, organisation du travail, sur les différentes variables ou paramètres qui ont été cités par Albéric et Jean-François. Donc ça, c'est important. Et une annonce, hein, comme je disais, nous aurons, nous, au niveau national, avec l'ANACT et le réseau, une enquête, une consultation sur le dialogue social qui devrait démarrer courant du mois de janvier. Donc, on va laisser passer les congés de Noël et on reviendra finalement peut-être pour réamorcer de manière un petit peu plus globale sur des objets de travail qui vont certainement faire, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, le télétravail, ça va devenir un point important sur 2021 et il y aura des tas d'objets, je dirais, sur lesquels on va essayer de comprendre comment s'est passée cette année 2020 d'une manière plus générale en termes de dialogue social. Donc rendez-vous d'une part avec des liens qu'on va vous envoyer pour pouvoir être dans un forum de questions-réponses, parce que vous pourrez aussi, sur les forums de la Direct, encore poser des questions-réponses. Et voilà, il y a également ce lien qu'on vous fournira avec le replay de ce webinaire. Voilà. Si je peux me permettre une dernière chose dans les liens que vous avez fait, Oui, Christian, Isabelle. le site questions-réponses du ministère du Travail qui est Oui. sur la PLD, qui est tenu à jour très régulièrement, que personnellement je trouve extrêmement intéressant en termes de sources d'informations sur toutes les questions que vous vous posez. Oui, et on transmettra d'ailleurs les questions également s'il y a besoin d'affiner. Il y a eu des réponses très pratico-pratiques et merci encore aux intervenants. Et Merci beaucoup. voilà, merci. Je conclus cette table ronde et puis je vous souhaite bien évidemment de bonnes fêtes de fin d'année bien méritées pour tout le monde, je pense. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, merci.